Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Nous allons essentiellement parler de la situation sociopolitique au Mali, toujours très tendue avec cette nouvelle sortie de la CEMAS, FSD, bref, du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, une nouvelle sortie programmée le vendredi prochain. Au même moment, le président de la République recevait ce dimanche matin des leaders des confessions religieuses, une apparition publique qui intervient après plusieurs jours d'absence, une situation que nous allons décrypter avec nos invités. Le président Ibeka qui doit également s'adresser à la nation sur la télévision nationale à partir de 20h, un discours à la nation que vous pourrez suivre à 20h en synchronisation avec la télévision nationale. Juste après le débat du dimanche, nous allons commenter cette adresse avec nos invités. Mais déjà un tour en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui a subi la deuxième attaque terroriste après celle de Grand Bassam en mars 2016, une attaque au niveau de la caserne de Kafolo, près donc de la frontière avec le Burkina Faso. On parle d'une dizaine de morts, des militaires gendarmes pris donc pour cible au niveau de cette caserne. Le compte rendu avec Abdoulaye Maïga. Selon les communiqués provisoires fournis par l'état-major, on compte une dizaine de morts, 6 blessés et un assaillant neutralisé. Les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature, les circonstances et le bilan définitif de cette attaque, indiquent les communiqués. Des mesures urgentes ont été prises dans la zone, notamment la mise en alerte de toutes les troupes ainsi que les ratissages en vue de retrouver les assaillants, a-t-il ajouté. L'état-major se refuse donc pour le moment de confirmer le caractère djihadiste de l'opération. C'est un poste mixte de l'armée et de la gendarmerie qui a donc été attaqué cette nuit à Kafolo. Cette localité est située sur la frontière burkinabé, sur les rives du fleuve Komoé, à l'entrée du parc national du même nom. C'est dans cette zone que se déroule depuis le mois dernier une opération conjointe ivoiro-burkinabé anti-djihadiste sur les deux territoires. Il y a 15 jours, les deux armées avaient d'ailleurs indiqué avoir détruit une base djihadiste à Ali Djougou, côté burkinabé, tuant 8 combattants et en avoir capturé une quarantaine. Pour commenter cette actualité et bien sûr la situation politique au Mali, nos invités, Maître Cheikh Konaré, Alexis Calabri, directeur de publication de Mali Tribune, Baba Dakono, juriste, chercheur et Serge Daniel, journaliste et écrivain. Baba, on reste justement avec vous par rapport à cette attaque au niveau de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Oui, cette attaque confirme une tendance qu'on a observée depuis 2017. Depuis cette période, vous vous souvenez, il était question de mettre en place la force conjointe du G5 Sahel, et dans la foulée de la mise en place de cette force conjointe, on a observé une descente des groupes armés, des groupes extrémistes violents vers la région de l'Est du Burkina Faso, et donc une menace sur les pays de la côte, le Bénin, le Togo, le Ghana, mais également sur la Côte d'Ivoire. Et c'est une tendance qui se confirme aussi par le fait que depuis quelques mois, c'est vrai que c'est une attaque sur le sol ivoirien, ce qu'on n'avait pas vu depuis l'attaque de Grand Bassam, mais du côté burkinabé de la frontière, il y a eu tout un harcèlement pendant près de 6 mois des forces de défense et de sécurité burkinabé dans cette période-là. Et pour finir, par rapport à la tendance, elle confirme également ce besoin des groupes de sortir des mécanismes qui sont mis en place, à l'exemple de la force conjointe du G5 Sahel, mais également de poursuivre la recherche des besoins. Et pour efficacement lutter contre cette menace aujourd'hui, il est impératif pour les pouvoirs publics, tant nationaux que régionaux et internationaux, de mieux comprendre la nature des besoins de ces groupes. Oui, Alexis Calambri, certains ne penchent pas beaucoup vers l'hypothèse terroriste, djihadiste. Pour certains, c'est du grand banditisme dans cette zone-là. Non, c'est possible, mais en tout cas, pour ce qui est de défendre la thèse du djihadisme, on peut supposer que du fait qu'il y a une grande pression sur les djihadistes au Sahel qui se déportent un peu vers les savanes et les forêts. Ça peut se défendre, mais effectivement, ça peut être, on peut prospecter du côté du grand banditisme avec comme argument que le terrain n'est pas
habituel pour ceux qui opèrent au Sahel et que de nature ils ne sont pas favorables à ce genre de terrain, mais également pourquoi même pas lié à la politique intérieure ivoirienne. Je pense qu'à l'absence de revendications, on peut prospecter dans ces deux sens, soit le banditisme, soit la situation politique intérieure. Maître Konaré, banditisme, terrorisme, djihadisme. Moi, je crois que c'est des terroristes. Depuis le sommet de Pau, la France et ses partenaires du Sahel ont multiplié les opérations dans la zone des 3 frontières. Alors les terroristes se sont dispersés. Ils sont allés constituer une sorte de nid, de zone de repli, de ravitaillement et de planification de leurs opérations dans des localités situées à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Pour les empêcher de créer un foyer dans leurs frontières, ces deux pays ont monté une opération dite de la Comoé, opération Comoé, et qui a consisté à attaquer une cellule d'à peu près 50 éléments. Malheureusement, l'opération a subi des fuites. Le chef de la cellule a pu s'enfuir avec du matériel et des hommes et a ensuite contre-attaqué, faisant 10 morts dans les rangs de l'armée ivoirienne. En fait, moi je crois que ces hommes-là sont liés à Yada Gali. Yada Gali qui a besoin donc de concert avec ses partenaires d'AQMI d'occuper davantage de zones et qui est en compétition stratégique avec l'État islamique au Grand Sahara. D'accord, on va entrer en profondeur dans la thématique. Le temps de faire réagir déjà Serge Daniel. Mon sentiment, ce n'est pas un acte de banditisme, c'est un acte terroriste. Mais l'autre chose, c'est que c'est la stratégie des frontières qui se poursuit. C'est-à-dire que dans le Sahel, les djihadistes se sont rendus compte que ce qu'il faut faire, c'est de contrôler les frontières ou de pouvoir se rendre, par exemple, du Niger au Mali, du Mali au Burkina, etc. Donc c'est ce qu'ils cherchent en Côte d'Ivoire. Mais ils sont venus, c'est pas pour occuper un terrain. Aujourd'hui, dans aucun pays du Sahel, les djihadistes ne peuvent administrer une localité. Donc, leur mode d'opération, c'est la terreur. Donc, ils tuent des militaires ivoiriens. Et ça, quand même, et ils repartent de l'autre côté. Donc, c'est une stratégie des frontières avec une autre idée qui doit être claire, à mon avis. C'est qu'ils vont tenter de finir par s'implanter là-bas. Parce qu'à partir du moment où il y a eu cet acte terroriste, la première des choses, c'est que les forces régulières ont peur. Donc, elles vont quitter probablement pour revenir. On ne sait pas si elles vont revenir. Donc, avec cette stratégie des frontières, je pense qu'ils veulent plutôt avoir une base dans le secteur. Ok. Voilà. Si on abonde dans le sens de cette stratégie des frontières d'Akono, on peut dire autant il y a une zone de 3 frontières Mali, Burkina Faso, Niger, autant également il y a une zone de 3 frontières Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, puisque ce qu'on ne dit pas, la localité n'est pas très très loin également de la frontière avec le Mali. Est-ce que vous ne pensez pas que les autorités sont en train de passer à côté? Parce qu'à un moment, l'armée malienne a même mené des ratissages dans la zone du Kolondjeba. On avait parlé d'un certain Keïta, la Katiba du Sud. Est-ce que la nature de la menace, les autorités en sont conscientes? Absolument. C'est également, et vous faites bien de le rappeler, c'est aussi une zone de 3 frontières, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire. Et rappelez qu'il semble avoir eu une autre attaque, cette fois-ci du côté de la frontière malienne, qui n'a peut-être pas eu l'ampleur de celle qui est médiatisée aujourd'hui, mais qui s'est passée à Odjéné. Et encore une fois, je l'ai dit en début de propos, ces attaques d'envergure sont toujours précédées d'une certaine forme d'harcèlement des forces de défense et de sécurité qui opèrent dans cette zone-là et qui doivent éveiller
le soupçon sur cette tentative de ces groupes de s'implanter. Mais au-delà, c'est vrai que sur l'attaque elle-même ou sur le factuel, il est un peu tôt pour tirer les leçons et les enseignements qu'il faut, mais de façon générale, sur le contre-terrorisme, on peut déjà tirer quelques leçons. Et l'une de ces leçons, c'est d'abord l'évidence que ces groupes, malheureusement, semblent toujours avoir une longueur d'avance sur ceux qui sont aujourd'hui chargés de penser et de mettre en œuvre ces réponses-là. Et cette longueur d'avance s'explique par le peu de compréhension que ces décideurs ont sur ces groupes-là. D'abord sur comment ils fonctionnent, mais aussi sur leurs besoins. Parce que quand on voit aujourd'hui, au moment où, après le sommet de Pau, on focalise l'attention militaire sur la région des trois frontières, ce qui n'est pas une activité inutile, mais que l'on observe que finalement, ces groupes-là débordent tous les mécanismes qui sont en place aujourd'hui. Et l'autre question, c'est qu'on a peut-être l'impression que les autorités, par exemple, ivoiriennes, n'ont rien fait. Non. Dans le cadre du contre-terrorisme, ils ont envisagé des actions, par exemple, dans les mosquées pour contrer le discours de radicalisation. Ça, c'est peut-être faire l'impasse sur les autres logiques d'engagement des gens dans les groupes. Parce que ce n'est pas toujours le résultat d'engagement des gens dans les groupes, n'est pas toujours le résultat d'un processus d'endoctrinement religieux. Oui, Alexis, si l'on s'en tient au mode opératoire, les forces de défense du Mali avaient aussi été harcelées, notamment à Kouri, dans la zone de Framana. C'est quasiment la même localité, la même région. Oui, en fait, comme Baba l'a dit tout de suite, je pense qu'on n'a pas suffisamment étudié et les groupes qui peuvent être, disons, les groupes dormants dans ces milieux et également les mécanismes qu'ils utilisent à tout moment pour agir. D'ailleurs, il s'est dit que c'est des groupes dormants qui auraient même été, Koufa a été cité comme ayant dépêché des cellules dormantes dans ces zones-là. Je pense qu'on a eu suffisamment d'alertes pour certainement commencer et à prospecter et surtout à mettre en place un système de harcèlement également pour d'abord comprendre, mais surtout pour sécuriser parce que le terrain, à la différence du Sahel, c'est que le transport n'est pas facile, les déplacements ne sont pas faciles et on peut facilement se cacher aussi. Je voulais faire observer que généralement le temps nous assassine. Ici par exemple à 20h en principe on a fini. Mais eux, les terroristes, ils assassinent le temps. C'est-à-dire ils ont le temps pour eux. Et ils impriment leur rythme à leur bataille. Vous avez vu finalement aujourd'hui, on sait que ceux qui ont attaqué Bamako, ceux qui ont attaqué Ouagadougou, ceux qui ont attaqué Grand Bassam, c'est le même groupe. Ça veut dire qu'entre les pays du Sahel et d'autres pays des pays de la sous-région, sont les mêmes groupes qui communiquent. Donc ils ont eu la stratégie des capitales à un moment pour aller frapper, faire peur, terroriser. Mais maintenant ils ne veulent plus venir dans les capitales. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, probablement, mais parce qu'ils ne veulent plus. Donc, ils choisissent, de mon point de vue, cette stratégie des frontières pour mieux s'implanter, c'est-à-dire pour recruter ici, de ce côté, frontière Mali, frontière Côte d'Ivoire. Ce que j'ai appris avant de venir ici, c'est qu'ils avaient des éclaireurs ivoiriens. Donc, ils ont dans les groupes terroristes, il y a quasiment toutes les nationalités. Donc, ils vont devenir, de mon point de vue, de plus en plus dangereux. C'est pour cette raison que les pays, donc limitrophes, les pays du Sahel, les pays membres de la CEDEAO, doivent pouvoir mettre en place un mécanisme des frontières. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi un militaire malien ne peut pas, par exemple, aller à 5 km sur le territoire du Burkina, en demandant forcément la permission. Puisque les autres ne demandent pas de permission, nous devons dégager justement cette stratégie des frontières. Oui, maître, ça veut dire que c'est possible de les harceler. Si on a vu que l'opération Komoé a porté fruit, les terroristes ont voulu se venger, ça veut dire que si les États se mettent ensemble, si les armées se mettent ensemble, on peut venir à bout de ce fléau-là. Le problème, c'est que les armées se mettent difficilement ensemble et les États n'ont pas les mêmes intérêts. Comment voulez-vous mettre ensemble et obtenir des résultats des États comme le Mali et la Mauritanie qui n'ont pas les mêmes intérêts? Comment pouvez-vous vaincre des terroristes qui se déplacent aisément? La Côte d'Ivoire, ça avait l'air de marcher quand même, l'opération. Oui, mais vous dites bien ça avait l'air, mais dans le temps, ça va échouer parce qu'il y a une connexion entre les groupes armés et ils ont un espace immense dans le nord du Mali qui échappe à tout contrôle. Donc vous les bloquez là, ils se redéploient là-bas.
Baba, qui peuvent être ces assaillants-là qui viennent harceler nos forces de défense et au niveau de la frontière avec la Côte d'Ivoire, le Mali ou le Burkina Faso? Qui sont-ils? Déjà, on parle, par rapport à cette dernière attaque, on parle de groupes qui seraient proches de Amadou Koufa, le leader de la Katiba Massina. On sait qu'il y a quelque temps, il y a un de ses proches qui se fait appeler Hamza, qui avait été dans cette zone et qui avait attiré un peu l'attention politico-médiatique. Donc tout semble croire que ce serait proche de cette Katiba Massina. Mais au-delà de cet étiquetage qu'on fait de ces groupes-là, ce qui est important à appréhender, c'est que d'abord, je crois que c'est ressorti dans le propos de Serge, c'est qu'il ne s'agit pas forcément de Burkinabés qui viennent faire des attaques en Côte d'Ivoire. Et ça a été peut-être l'erreur, par exemple, au Burkina, de penser que ce sont des personnes qualifiées de terroristes qui quittent le Mali pour venir. Le recrutement, il est très souvent local et ça, c'est une tendance qu'on a observée depuis longtemps. Et l'autre chose, c'est que nous, on a une certaine forme de labellisation des groupes qui n'est pas forcément ce qu'on observe sur le terrain. C'est-à-dire, on parle, vous serez étonné de comprendre que jusqu'à présent, au nord du Mali, notamment à Ménaka, au Niger, on continue à parler par exemple de Moujao, qui pour nous n'existe plus. Donc c'est beaucoup plus, on est proche de telle personne, et c'est beaucoup plus ancré dans nos réalités locales qu'une certaine forme de labellisation qu'on aime bien faire. Oui, finalement, Serge Daniel, un dernier mot là-dessus. On peut dire que la côte atlantique n'est pas loin du Sahel. Alors, pas du tout, pas du tout. Et là, vous avez vu le coup en Côte d'Ivoire. Les Guinéens ont intérêt à faire attention, parce qu'il y a une stratégie des frontières qui se dégage également. Le Sénégal a aussi intérêt à faire attention parce qu'il y a une stratégie qui se dégage. Le terrorisme, c'est pas seulement dans le Sahel, c'est pas seulement dans le nord du Mali. Quand on parle du nord du Mali, moi je dirais que le nord du Mali a été à un moment, c'est vrai, un entrepôt d'otages. On a mené les otages. Mais maintenant, ça s'est métastasé partout. L'erreur que nous sommes en train de commettre, par exemple, c'est de dire le terrorisme, c'est dans le Sahel, c'est dans les 5 pays. Le G5, c'est pas, le G5 ne peut, il faut faire sauter les digues de mon point de vue, et j'en aurais terminé, en faisant quoi? En faisant une union plus large contre le terrorisme, c'est-à-dire du Mali, par exemple, jusqu'au Nigeria. Puisque la base, l'une des bases de l'État islamique, c'est aujourd'hui quand même dans un pays comme le Nigeria. Voilà. Oui, Babara Kono. C'est très intéressant et je voudrais ajouter, parce qu'il parle de décloisonner les réponses aujourd'hui, au lieu de penser G5 par-ci, CEDEAO par-là, il faut des réponses beaucoup plus globales. Il est important également de décloisonner les types de menaces. On a parlé tout à l'heure, en début d'émission, du fait que est-ce que c'est pas du banditisme, est-ce que c'est pas du terrorisme. Sur le terrain, il y a une certaine forme d'opportunisme des groupes qui fait que ce n'est pas souvent, la démarcation n'est pas souvent nette et sur la base de l'opportunité, des groupes peuvent agir ensemble, même si dans les faits, on démarque groupe terroriste d'une part et groupe de bandits d'autre part. Donc il est important également de décloisonner les réponses de ce point de vue. Merci. On va à présent revenir au Mali par rapport à la principale articulation de ce débat du dimanche. On le voit sur ces images, une des rares apparitions publiques du président Ibrahim Boubacar Keïta depuis maintenant quelques jours. IBK a reçu ce dimanche matin des leaders de confession religieuse par rapport à la situation sociopolitique. On apprend que le chef de l'État doit s'adresser à la nation à 20h, un discours que nous allons suivre et commenter ensemble autour de ce plateau. Mais déjà, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, a quant à lui dévoilé la date de sa prochaine sortie. Ce sera le vendredi prochain, 19 juin. Nous écoutons ici quelques réactions lors de cette conférence de presse. Aujourd'hui, le 13 juin, pour vous dire que l'ensemble des forces réunies a décidé de donner une date pour la prochaine sortie. Et cette sortie va consacrer ce qu'il faut réaliser. La démission du président de la République et de son régime. Date a été convenue d'un commun accord pour être fixée au vendredi 19 juin à partir de 14h. C'est pour confirmer, disons, l'adhésion de ces deux centrales syndicales à ce mouvement du 5 juin que nous sommes aujourd'hui présents. C'est-à-dire, nous avons déjà informé et nos militants au niveau des comités exécutifs et nous avons, de par tout ce que nous connaissons de ce pays-là, depuis 7 ans, estimé qu'il va falloir que les Maliens aillent au changement du système familial qui gère aujourd'hui ce pays-là.
Voilà, Baba Dakounou, est-ce que cette sortie du président de la République, la médiation des leaders des confessions religieuses, pourrait empêcher la tenue du rassemblement de vendredi prochain? Oui, c'est une probabilité, mais la sortie en elle-même déjà, en cette période, elle est importante parce que avant cette sortie, on était dans une période d'incertitude, dans une période d'inquiétude, et déjà la sortie en elle-même, elle est rassurante dans certaines mesures. Maintenant, qu'elle puisse empêcher la marche du vendredi prochain, je pense que la sortie elle seule ne pourrait pas. Il faudrait beaucoup plus de mesures que ça. Alexis Calambri. Oui, en fait, oui, il y a eu les leaders religieux, mais il ne faut pas négliger aussi le rôle de la communauté internationale dans la médiation. On a vu le major Bouya et Anadif qui se sont vraiment, depuis la première fois, qui sont vraiment investis pour disons, rapprocher les positions, mais surtout pour faire en sorte que le mouvement reste dans un cadre républicain. Mais oui, je pense que la marche se ferait. Peut-être que les négociations en cours permettraient juste de faire en sorte que ça ne déborde pas et que ça reste dans un cadre républicain. Oui, M. Konari, sur la sortie du président. Moi, j'ai des informations sûres selon lesquelles le président de la République recevra le M5 en début de semaine prochaine. Je fonde de l'espoir sur cette rencontre et même si elle a trop tardé. Alors, la situation est telle que la rencontre aurait dû avoir lieu dès au lendemain de la marche du M5. Mais il n'est jamais trop tard pour s'entendre sur quelque chose, sinon pour discuter. Alors, ces discussions-là peuvent aboutir à quoi? À mon avis, il faudrait imaginer une feuille de route qui tienne compte des doléances du M5 tout en sauvegardant ce qui peut l'être des institutions républicaines. Pour moi, et jusqu'à preuve du contraire, la demande de démission du président de la République constitue une simple offre de négociation sur l'avenir politique du pays, parce que cet avenir politique dépend aussi de l'avenir des leaders de l'opposition qui, au moment où nous parlons, estiment qu'ils n'ont aucune espèce de chance de gagner la moindre élection tant que le système politique et électoral actuel reste en place. Donc les discussions devraient porter sur la manière de réformer le système électoral, de réformer le système politique de telle sorte que chaque homme politique puisse espérer en son avenir politique, oui, sans être influencé, sans voir ses chances annihilées par l'argent, par la fraude ou par la volonté souveraine de la Cour constitutionnelle. Je pense que dans l'immédiat, parce que vous discutez, il y a deux problèmes, c'est la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. Mais on va revenir là-dessus, je suis sûr. Pour le premier tour d'étape, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà eu une marche. Maintenant, tout ce qui est en train d'être fait, de mon point de vue, c'est de tout faire pour que la deuxième marche n'ait pas lieu. Ça me rappelle un peu la démission de l'ancien Premier ministre Soumeilou Boubé Maïga. Vous savez, on est donc mercredi, Conseil de ministres, jeudi, il démissionne, parce que contraint, et vendredi, en principe, l'Assemblée nationale devait voter une motion de censure. Mais puisqu'il a démissionné jeudi, il n'y avait plus rien à l'Assemblée nationale vendredi. Je pense que tout ce qui se déroule actuellement... il y a un seul objectif. L'objectif, c'est que la marche ne se déroule pas, qu'on trouve une solution. C'est vrai, le président doit se parler ce soir. Je sais que le discours est déjà enregistré. Il y a trois choses qui vont sortir, à mon avis. Il va demander à ce qu'on tire les conséquences des élections contestées. Ça, c'est quelque chose de très important. Il va rencontrer, c'est vrai, vous l'avez dit, le M5, c'est probablement mardi, mais il peut changer de date. Mais également la majorité qui devait rencontrer avant de tenir son discours, mais il n'a pas pu
rencontrer cette majorité. Et on parlera aussi de la crise scolaire. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de s'entendre sur deux choses assez rapidement. On demande la démission du président de la République. On a le droit de demander la démission du président de la République. Demander la démission du président de la République et obtenir cette démission, ça fait deux choses quand même. C'est dans l'offre politique de discussion que cela aura lieu. Beaucoup de tractations sont en jeu. Je sais que beaucoup ont été reçus par le général Moussa Traoré, par exemple. Et tout le monde est en train de travailler aujourd'hui, y compris les religieux qui ont été reçus par le président de la République, pour que ça puisse dégonfler. Mais Baba Dakono, c'est vrai, ce n'est pas la position officielle du mouvement du 5 juin, mais lorsque ce communiqué de presse a été publié par rapport à la rencontre entre le président et des leaders religieux, au niveau du M5, certains ont cru bon de dire que les médiateurs, entre guillemets, doivent être récusés parce qu'on connaît déjà leur position, parce qu'ils s'étaient déjà prononcés sur la crise bien avant la rencontre avec le président de la République. Oui, il avait dit, et même s'il ne le disait pas, on sait que la situation actuelle du pays fait que pratiquement il est très difficile de trouver un médiateur aujourd'hui qui va parler, tant l'histoire a été échelonnée de périodes où chacun a été obligé à un moment ou à un autre de prendre position. Donc d'une façon ou d'une autre, tout le monde a fait du militantisme dans ce pays, donc ça va être difficile. Et bien au-delà de ça, je pense qu'il y a une forte perception autour de certains acteurs sociaux, à l'exemple des légitimités traditionnelles, à qui on fait le reproche d'être toujours proche du pouvoir, donc de toujours prendre des décisions en faveur du pouvoir. Mais au-delà de ces considérations, puisqu'on parle de discussion entre le mouvement du M5 et le chef de l'État, et au-delà de ça, la gestion globale de cette crise, il est important de rappeler deux choses. La première chose, c'est qu'il est très important de désamorcer, de faire baisser la tension actuelle. Et je pense que des mesures fortes, des mesures courageuses peuvent permettre de le faire. Et si ces mesures-là découlent de véritables consultations, concertations avec les principaux acteurs, élargies aux autres sensibilités du pays. Ça, ce sont des décisions ou des mesures court-termistes qui permettraient de faire baisser la tension. Mais ce qui est important à ne pas perdre de vue, c'est de ne pas déplacer le curseur. On pourrait longtemps extrapoler, épiloguer sur la question de la démission du président, sur les responsables qui portent le mouvement du M5, mais le fond social doit demeurer l'élément d'analyse des pistes de solutions. Et ce fond social, c'est quoi? Il y a une colère populaire. Et cette colère populaire repose sur des aspirations légitimes. Ce sont ces aspirations légitimes-là qui doivent demeurer la pierre angulaire de discussion de la feuille de route proposée par Maître Konaré tout à l'heure. Oui, justement, Maître Konaré, souvent en parlant de cette crise-là, on a tendance un peu à occulter un peu ces fêtes-là, la grogne sociale. Qu'est-ce qui fait mobiliser cette foule un peu au niveau de la rue? On en parle moins. Le curseur est beaucoup plus sur l'exigence de démission du président de la République. Non, il y a trois groupes dans le M5. Le premier groupe, ce sont les hommes politiques qui ont été mis en marge du système, qui estiment qu'ils n'ont plus rien à gagner tant que le système reste en l'état et qui demandent un changement. Le deuxième groupe, ce sont si vous voulez, ce sont les gens mécontents, mécontentés par la Cour constitutionnelle, des députés déclarés élus qui ont été écartés par la suite, et donc qui demandent justice. Maintenant, tous les autres, mécontents du coronavirus, mécontents de la pauvreté, mécontents de ceci ou de la crise socio-économique, sont conduits par la CEMAS. C'est Mahmoud Dicko, leur représentant, et Mahmoud Dicko se pose en défenseur du peuple à cet égard-là. C'est pourquoi il prend à témoin le peuple et il s'érige en porte-parole du peuple contre les institutions qui sont considérées comme ayant failli. Et donc, il y a trois groupes qui cohabitent au sein du G5 et dont les doléances englobent en fait les aspirations de l'ensemble des contestataires. Je ne partage pas mon avis de trois groupes, mais tu as le droit de penser comme ça. Je pense
c'est pas aujourd'hui qu'on dénonce la corruption, c'est de dénoncer par exemple la crise scolaire ne date pas d'aujourd'hui, donc il y a ça depuis plusieurs années, depuis le premier mandat, peut-être même avant. Ce qui paraît fondamental dans les M5 aujourd'hui, c'est que vous avez un homme qui est devenu un homme politique, la dernière fois je l'ai appelé le chef de l'opposition, c'était Mamoun Dicko, qui a une capacité de mobilisation. C'est par rapport à cette capacité de mobilisation qu'on vous prend au sérieux ou qu'on ne prend pas au sérieux dans une démocratie. Si vous faites une manifestation et qu'il y a 10 personnes dans les rues, vous n'avez pas la même audience que celui qui mobilise, par exemple, 100 000, 40 000 personnes. Donc, Mamoun Dicko, je pense que c'est le personnage central de cette contestation, parce que son mode d'action, d'abord, fait qu'il mobilise énormément. C'est quelqu'un de très fin, de très politique. Il invite à une prière de vendredi et qui se transforme en rassemblement et ensuite en manifestation. Ce que je crains, et j'en aurais terminé, c'est qu'il soit dépassé par les événements. Moi, je l'ai longuement rencontré. Alexis, tu n'étais pas là, évidemment. Assez longuement rencontré, comprendre le fond du mouvement, etc. Il a sorti des propos très apaisants. Ibeka, c'est encore toujours notre président. Ma démarche, ce n'est pas une démarche violente. Ce sont des mots très forts venant de la part d'un leader, d'une contestation où des gens veulent la révolution. Mais le problème, c'est que ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans quelques jours, peut-être qu'il sera dépassé par les événements. C'est-à-dire qu'il sera prisonnier d'un système qui va s'auto-radicaliser, pas en termes de terrorisme, mais en termes de stratégie de lutte politique. Et c'est pour cette raison peut-être qu'il faut aussi aller vite pour sortir de la crise. Oui, Alexis, c'est justement un peu ça la crainte. Le train M5 semble parti avec des ralliements chaque jour, souvent des ralliements d'envergure, des anciens premiers ministres, des centrales syndicales. Comment arrêter cette dynamique-là? Alors, pour arrêter, c'est vraiment l'offre du président qui peut arrêter. Je pense, comme cela a été dit autour de la table ici, que la demande de la démission du président et de son régime est pour moi, disons, une base de négociation. C'est là où on a placé le curseur, mais à la limite, c'est une base de discussion. Donc, qu'est-ce qui peut faire en sorte que, disons, ça se dégonfle? Il faut vraiment, tout va dépendre de l'offre que le président ferait. C'est vrai, le M5 aujourd'hui est devenu le réceptacle de tout ce qu'il y a comme frustration légitime au niveau de la population. Et vous avez le mouvement du professeur Clément, vous avez d'autres qui ont occupé le terrain pendant longtemps, mais ça a été vraiment pris au sérieux quand Mamoun Dicko s'est investi parce que, oui, lui est capable de mobiliser, lui est capable de faire sortir cette foule, mais en même temps, lui n'a pas eu le discours va-t-en-guerre qu'on attendait de lui. Alors, je pense que ça montre que tout est encore possible et que de la déclaration du président va dépendre vraiment beaucoup de choses. Oui, parallèlement à cette contestation, il y a eu cette semaine comme point d'orgue également de l'actualité, la démission et la reconduction du Premier ministre Boubou Cissé, qui a donc été reconduit, chargé de former un nouvel attelage gouvernemental. Et justement, qu'est-ce que le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, pense de cette reconduction? Issa Kaoudjim, ici dans cet extrait. Pour un mépris pour le peuple qui le reconduit. Et il n'a pas d'égard pour ce pays-là. Vendredi, le président Ibrahim Boubacar Keïta ne trouve autre chose de reconduire ce gouvernement. Il dit, oh, il nomme le pays, il le reconduit, il demande de former un gouvernement. Est-ce qu'on veut son mal? Vous acceptez ça le vendredi? Que le pays n'appartient pas à Ibeka, et ni à Boubou Cissé, ni à cette oligarchie autour de lui. La perspective de ce nouvel attelage gouvernemental aurait pu être une source d'apaisement de la tension, mais on voit manifestement, quand on se met du point de vue du mouvement du 5 juin, c'est comme du mépris, alors que ça aurait pu être une source d'apaisement. Oui, je crois que dès les premières heures qui ont suivi cette nomination ou cette reconduction, je crois que l'opinion c'était que cela réduisait
les marges de manœuvre dans le cadre des futures négociations. Donc oui, effectivement, même si c'était le Premier ministre Cissé qui devait être reconduit, cette reconduction aurait pu se faire après une consultation avec certaines forces vives de la nation. C'est vrai que le président est tout à fait légitime et tout à fait fondé de nommer son Premier ministre, mais on est dans un contexte de crise, multiple et multiforme, qui exige souvent des concessions de la part du président de la République, et c'était une des belles périodes de manifester en fait ces concessions-là. Mais comme je crois qu'on est unanime autour de cette table, qu'il y a encore de la marge pour des manœuvres qui peuvent être opérées. Oui, Alexis Galambri, on a l'impression qu'on envoie beaucoup Cissé au charbon. Est-ce qu'on aurait pu peut-être lui épargner cela? C'est cette impression qu'on peut avoir. Moi, j'ai deux lectures. Hein. D'abord, Baba Ahmed n'est pas là. Le fait que ce soit Boubou, pour moi, permet de sortir de la discussion et de ne pas perdre trop de temps sur qui on va mettre là. Et malgré tout ce qui se dit, à ce jour, Boubou reste le plus petit dénominateur commun. C'est vraiment celui dont on n'a pas beaucoup entendu parler, qui n'a pas été trop critiqué par même les manifestants. Peut-être qu'il a pris des coups à travers d'autres personnes. Mais je pense que oui, en le nommant, disons, place le débat à d'autres niveaux. D'ailleurs, le gouvernement était annoncé depuis la semaine dernière. Je pense que justement on a attendu qu'il y ait certainement des discussions avec tout ça pour pouvoir mettre le gouvernement en place, mais au moins ça fait que ça permet d'avoir une direction et une base de discussion. Oui, Maître Konaré a supposé que Boubou ait été remercié dans la perspective de ce nouvel attelage gouvernemental. Ça nous aurait permis de savoir que finalement ce n'est pas un problème de Premier ministre, puisque là on serait à 7 PM en 7 ans. Ça nous aurait montré cela, que c'est peut-être pas un problème de Premier ministre. Pour moi, il aurait été préférable que le président discute avec ses adversaires avant de nommer un Premier ministre. Mais en reconduisant Boubou Cissé à son poste avant toute rencontre avec les contestataires, le président a lancé un message. Il a simplement voulu leur dire: nous pouvons discuter de tout le reste, mais pas de la primature. La politique est une question de rapport de force. Je voudrais vous rejoindre, ça me gêne de vous rejoindre. Pas tellement. Mais la politique est une question de rapport de force. D'ailleurs, Boubou n'a pas été chanceux parce qu'il devait être reconduit, tout le monde le savait. Peut-être que si le président de la République ne s'était pas rendu à Abu Dhabi pour une visite privée, on l'aurait reconduit depuis. Puisque l'Assemblée nationale, ça fait quand même 2 semaines, Alexis, je crois, 2 semaines ou 3 semaines, et que c'est le lendemain de l'installation de l'Assemblée nationale qui présente sa démission. Mais en le nommant, en le reconduisant comme il avait prévu, c'était une question de marquer son terrain, en disant c'est non négociable, effectivement. Moi, j'ai une autre lecture de la situation. Boubou est reconduit, le président de la République a le droit de reconduire qui il veut, on peut être d'accord, comme on peut ne pas être d'accord, mais j'ai une lecture de ce qui va suivre comme arrangement politique. Il faut voir vers l'Assemblée nationale, vers la Cour constitutionnelle. Mon impression, c'est que le président fait une ligne de démarcation. Mais en politique, vous savez ce que sont les lignes de démarcation. Ce qui est ligne de démarcation aujourd'hui ne l'est pas demain, etc. Mais une base de discussion, c'est de dire, je nomme mon Premier ministre, je le rencontre, je vais voir ce que ça va donner. Oui, c'est là peut-être, Baba, on pourrait comprendre les contestataires. J'ai écouté certains d'entre eux, ils ont rien contre Boubou, mais ne serait-ce que l'article 39, le problème de l'article 39, ils pensent qu'il y a un problème avec le Premier ministre. Oui, absolument. Et c'est pourquoi j'étais étonné du propos d'Alexis, parce que je ne suis pas convaincu que le Premier ministre fasse l'unanimité qu'il est en train de prôner. Donc il y a les griefs de l'article 39, il y a d'autres griefs. Et la question aujourd'hui, la crise de gouvernance que le pays connaît est une crise globale. Ce n'est pas une crise individuelle ou une crise qu'on peut cristalliser au niveau de quelqu'un. Donc tous les pouvoirs publics aujourd'hui, il doit y avoir une certaine remise en question. Et ça, c'est bien avant le 5 juin.
c'est patent depuis les manifestations de la crise qui secoue le Nord, qui est descendue vers le centre du pays. C'est une crise de gouvernance dont les manifestations sont justement cette défiance-là, où le fait que des populations, des citoyens tournent le dos à l'État qui, selon eux, n'est plus capable de les offrir la sécurité, n'est plus capable de les offrir la santé. Donc c'est une crise qui concerne tout le monde. Donc on ne doit pas, encore une fois, ramener le curseur au niveau individuel. Oui, Alexis Galambi. Justement, ne pas amener le curseur au niveau individuel. C'est pour ça que je n'ai pas dit que Boubou fait l'unanimité. J'ai dit il peut être le plus petit dénominateur commun. Et justement, en individualisant, on ramène à son niveau cette question de l'article 39. C'est un problème du gouvernement et je pense que, oui, et même une incurie parce que même l'Assemblée a proposé des solutions comme à la sénégalaise, quand on a vu les magistrats faire la grève, l'Assemblée a justement interdit et l'Assemblée avait même proposé des solutions. Mais en tout état de cause, c'est resté, mais c'était un problème global et je pense pas un problème personnel. Oui, un dernier aspect de ce débat, tout cela intervient au moment où le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, est prise en otage pendant plus de 80 jours maintenant. Maître Cheikh Omar Kourare, beaucoup pensent que son absence, sinon sa présence aurait pu changer quelque chose, puisque le chef de file de l'opposition en soi est un équilibriste. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Il faut prier pour le retour de Soumaïla Cissé. C'est très triste pour notre pays. Mais même si Soumaïla Cissé avait été là, le mouvement resterait conduit par l'imam Mahmoud Dicko. Parce que toute la force du mouvement réside dans sa capacité de mobilisation. Et la capacité de mobilisation, c'est d'abord l'imam Mahmoud Dicko. Alors donc, je pense que rien ne change tant que l'imam Mahmoud Dicko reste dans la posture actuelle. Ce que j'aimerais dire, c'est que il faut une feuille de route, il faut enfin une large feuille de route entre le pouvoir en place et l'ensemble de l'opposition pour sortir le pays de l'ornière. Cette feuille de route est assez facile à trouver. Si vraiment la préoccupation majeure de tous les acteurs est le Mali. Moi, je prie pour qu'un tel compromis soit trouvé. Vous avez parlé de l'article 39, c'est un boulet au pied du Premier ministre. Mais est-ce que ce boulet n'a pas trop traîné? Pourquoi est-ce qu'il a trop traîné? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à appliquer cet article 39? Est-ce que le président de la République est d'accord pour que tous les fonds soient mobilisés pour traiter ce problème-là? Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette affaire des enseignants, mais ça reste un boulet au pied de Boubou Cissé. Il faut qu'il trouve une solution. Oui, Baba, par rapport à l'absence ou la présence du chef de file de l'opposition, c'est une petite parenthèse. C'est déplorable, c'est très déplorable. Ce qui est arrivé n'est pas du tout normal, surtout que toutes les garanties avaient été données que les élections pouvaient être organisées. Donc c'est vraiment déplorable. Mais au-delà de ça, il y a un problème quand même qu'on observe depuis. Il y a de fortes spéculations qui se font autour de cette disparition. Et ce ne sont pas des spéculations toujours agréables à entendre. Et d'où l'importance d'une bonne communication autour de la question. Et une bonne communication, pas de la propagande, mais une véritable communication pour montrer véritablement que les acteurs, notamment les pouvoirs publics et tous ceux qui peuvent jouer un rôle sur la question sont en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir ramener l'honorable Soumaïla Cissé au Mali et aux Maliens. Serge, les dernières informations par rapport à cette prise d'otage, s'il y en a? Mais non, parce que vous savez que le collectif de soutien à la libération s'est réuni hier. J'ai interviewé Mokhtar Ousmane Sy. Tu n'étais pas à la conférence de presse.
ils disent trois choses de très importantes. Ils disent, nous avons des informations par personne interposée, des informations selon lesquelles il est en vie, mais ils disent tout de suite, mais nous n'avons pas de preuves. Ce que nous voulons, c'est la preuve. La deuxième chose qu'ils disent, c'est oui, le gouvernement travaille à sa libération, mais le gouvernement ne fait pas assez. Voilà. Donc il y a quand même des inquiétudes, même s'il y a de l'espoir. Et pour revenir à la première question, à celle à laquelle Maître Konaré a répondu, je pense que si Soumaïla était là, c'était plutôt un plus. C'était un plus pour le M5, parce que quand même, en tant que chef de l'opposition, c'est un gros gabarit en termes de négociation. Je ne vois pas, vous allez voir comment les choses vont se décliner assez rapidement, je ne vois pas Diko en train de discuter à la tête de la contestation avec le président de la République ou avec un autre groupe. Il va laisser visiblement les politiciens parler entre eux, et lui un peu comme une conscience morale. Donc si Soumaïla Sissi était là, sa place était plutôt à la table des négociations. Alexis. Oui, je pense que le simple fait que le chef de file de l'opposition puisse être pris en otage n'est pas une bonne image pour le Mali. Ça, c'est le premier aspect. Mais la difficulté avec les prises d'otages, c'est que même quand il y a des informations, le principe, c'est le moins de publicité possible autour des négociations et du processus de libération, ce qui ne rassure pas les populations de façon générale. Et à la limite, on veut au quotidien que le pouvoir donne, au moins fasse la preuve qu'il est en train de faire quelque chose. Donc c'est très difficile. Mais par contre, oui, si Soumaïla était là, peut-être qu'on aurait senti l'URD plus quand même que maintenant. Mais de façon générale, mon constat par rapport aux politiques, c'est que les politiques sont en train de se faire déborder et même, disons, transportés par la société civile, par d'autres mouvements. Il y a un renversement de situation qu'il nous faudrait comprendre ou du moins prendre en compte désormais. Les politiques ont longtemps dénoncé ces faits sans être capables de mobiliser comme on le voit maintenant avec Diko. Voilà, je rappelle que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'adressera à la nation sur la télévision nationale à partir de 20h. Dans une dizaine de minutes, vous restez avec nous puisque nous allons revenir autour de ce plateau pour commenter à chaud ce discours, cette adresse à la nation du président Ibeka avec nos invités. Mais Baba, selon vous, il doit ressembler à quoi ce discours du président de la République? C'est vrai qu'on n'a peut-être pas l'ampleur de 58 de Gaulle en Algérie, mais à mon sens, il doit pouvoir ressembler à un « je vous ai compris ». Je vous ai compris ce soir, oui, Maître Konaré. Pour moi, c'est un discours prématuré, parce que ce discours aurait dû attendre que le président discute avec le M5. Oui, vous parlez du discours de De Gaulle. En 2007, on a couvert l'investiture du président Ibeka au stade Omnisport. Il a lâché cela. Je vous ai compris ce soir. Mais ça, c'était en 2007, au stade Omnisport Modibo Keïta. Alexis Kalambri, cette adresse à la nation du président Ibeka. Oui, bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu comme Serge, mais j'ose espérer que ce sera d'abord un discours d'apaisement et des offres de solutions pour sortir de la crise. Donc vraiment, c'est des souhaits que je formule, que ça aille dans ce sens. Serge qui c'est toi l'avant, certainement. Je ne sais pas tout, on peut en deux ou trois choses qu'on sait comme ça. Je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas un discours prématuré. Quand même, ce qui est reproché au président de la République depuis, c'est son silence. Parce que la Vox Populi dit, mais pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il laisse le temps au temps? Et de l'autre côté, quand vous interrogez des proches collaborateurs, ils disent non, mais le président, il a peut-être un fusil à un seul coup s'il tire, rate la cible. Donc, je pense qu'il va parler pour annoncer ce qu'il va faire. Puisque c'est après avoir reçu les religieux. En plus, c'est important, il y avait les catholiques, il y avait les protestants, il y avait les musulmans. Donc, forcément, il faut qu'il rassure. Il va rencontrer, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez dit, les acteurs. C'est-à-dire la majorité, il devait rencontrer la majorité avant son discours. Il n'a pas pu les rencontrer. Voilà. Et puis, quand même, aujourd'hui, c'est un jour important. Je sais que des partis de la majorité ont, par exemple, ils vont sortir un communiqué après le discours du président. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont dire non, on ne touche pas au président
mais la lame de fond, c'est l'Assemblée. Donc c'est un discours quand même important. Rencontrer les partis, ça c'est important. Parler de la crise scolaire, je pense qu'il va en parler, c'est quelque chose de très important. Demander à ce qu'on tire les leçons qui s'imposent des élections organisées au Mali. Ça c'est quand même quelque chose de très important. Il y a deux problèmes aujourd'hui. C'est la première fois que je constate au Mali, en un quart de siècle de présence, Alexis n'aime pas que je dise ça parce qu'il est un peu jaloux. C'est la première fois que je constate que la Cour constitutionnelle proclame des résultats et des candidats qui ont été recalés par la Cour forment un collectif et évoluent désormais en disant collectif des députés élus et spoliés par la Cour constitutionnelle. Mais c'est une défiance ça, par rapport à la Cour. Ça ne s'est jamais produit depuis 1991. C'est 92. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et je vous assure que si vous demandez à 80%, moi je ne fais pas de Manassa batching, je ne vais pas taper sur la Cour, ce n'est pas mon rôle de le faire. Moi c'est le ressenti des populations, le ressenti des gens, surtout de la majorité. Monsieur Soumilou Boubé Maïga, il a signé je crois un communiqué il n'y a pas longtemps. Mais c'est quand même rare, il n'a pas signé le premier, il a signé le deuxième. Pourtant il est de la majorité. Quand vous allez discuter avec les gens du RPM, du parti présidentiel, il y a un ressenti. Je vous dis, les résultats proclamés par la Cour, ce sont des résultats qui ne passent pas. Voilà, on va respirer un tout petit peu et se retrouver dans une dizaine de minutes pour suivre ensemble ce discours à la nation du président Ibrahim Boubacar Keïta avec nos invités Metchek Marconare, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Baba Dakono, juriste chercheur et Serge Daniel, journaliste écrivain. À tout de suite dans 10 minutes pour le discours à la nation du président Ibeka.